Si vous ratez les mouvements de cette semaine, vous tradez déjà les titres de la semaine dernière. Bienvenue dans Weekly Market Update, le podcast de pointe où deux intelligences artificielles, supervisées par un ancien gestionnaire de portefeuille senior, décryptent les marchés mondiaux comme personne d'autre. Nous analysons ce qui compte vraiment: choc de l'emploi aux États-Unis, prochaine hausse de taux au Japon, ralentissement caché en Chine, pour que vous ayez toujours 3 coups d'avance. Ce n'est pas un simple résumé, c'est votre avantage stratégique. Alors si vous aimez les analyses affûtées, pertinentes et bien en avance sur le cycle médiatique, likez, partagez et abonnez-vous. Et ne tardez pas, écoutez l'épisode complet maintenant, car la semaine prochaine, ce sera déjà dépassé. Bon, septembre démarre sur les chapeaux de roue, on peut dire. Ah oui, clairement. Les marchés, ils espéraient quoi? Une rentrée tranquille, peut-être? Ben non. Un seul chiffre a suffi à, électriser tout le monde. Le rapport sur l'emploi américain, oui. Exactement, ce chiffre, incroyablement bas, et hop, ça a remis direct sur la table la question: la Fed va devoir baisser ses taux plus vite que prévu ou pas? Tout à fait. On a bien vu quelques petits gains, notamment sur la tech qui a un peu tiré son épingle du jeu. Mais cette douche froide sur l'emploi US, plus les chiffres manufacturiers qui sont toujours pas terribles, et puis cette nervosité qu'on sent sur les taux longs un peu partout, ça rappelle que voilà, l'assouplissement monétaire, c'est pas non plus la baguette magique, hein. C'est clair. Du coup, maintenant, tous les regards sont tournés vers le prochain gros chiffre clé, l'inflation américaine, l'IPC. Bien, alors allons-y, on va décortiquer tout ça. On fait notre tour du monde habituel, voir un peu comment les régions ont réagi. On regarde ce qui nous attend la semaine prochaine, ça s'annonce chargé, et surtout, on essaye d'identifier les gros points de friction potentiels, les risques à surveiller. C'est parti pour notre analyse. On commence donc par les États-Unis, forcément. C'était une semaine plus courte, il y avait un jour férié, mais le Nasdaq a quand même réussi à faire plus 1,14%. Faut dire qu'Apple et Alphabet ont bien aidé. Oui, après cette décision antitrust qui finalement était moins sévère qu'on le craignait. C'est ça. Le S&P 500, lui, est plus sage, plus 0,33%, et le Dow Jones, il recule un petit peu, moins 0,32%. Ce qui est intéressant, c'est que les plus petites valeurs, elles, ont plutôt bien aimé l'idée d'une baisse des taux. Mais le vrai séisme de la semaine, c'est ce chiffre de l'emploi. Seulement 22 000 créations nettes en août. 22 000, c'est rien. C'est rien du tout par rapport aux attentes, non? Ah non, c'est très très loin du compte. Et le coup de massue, enfin, le truc en plus, Oui, c'est la révision du chiffre de juin. Il passe en négatif. en négatif. Carrément une perte d'emploi. Une perte nette, oui, la première fois depuis 2020. Donc là, c'est pas juste une déception, c'est peut-être une vraie fissure dans le beau scénario de l'atterrissage en douceur que beaucoup espéraient, quoi. Ah ouais, d'accord. Résultat direct, 1. Le taux de chômage, hop, il grimpe à 4,3%, son plus haut niveau depuis 2021. Et j'imagine la réaction sur les taux obligataires. Immédiate. Violente. Ah oui, oui. Les rendements, qui avaient un peu monté en début de semaine, ont complètement plongé vendredi après ces chiffres. Le taux du Trésor américain à 10 ans, la référence mondiale, il est retombé à 4,09%, alors qu'il avait touché 4,31%. Impressionnant. Et du coup, les marchés, ils parient quoi maintenant sur la Fed? Là, c'est clair. Ils intègrent à 100% une baisse de 25 points de base, un quart de point le 17 septembre. D'accord, ça c'est acté pour eux. Oui. Et il y a même une petite probabilité, 14%, qui est mise sur une baisse plus forte, de 50 points. Ah oui, quand même. Ça montre l'urgence perçue. Exactement. Et cette recherche de sécurité, ou cette anticipation de l'action de la Fed, on la voit ailleurs aussi. Regardez l'or. Oui, nouveau record historique. Voilà, les contrats à terme ont frôlé les 3 655 $ l'once. On parle de plus 36% depuis le début de l'année. C'est un signe, ça. Clairement. Et même l'immobilier réagit. Oui, les taux hypothécaires ont chuté assez fort. Le taux moyen sur 30 ans est passé sous 6,3% à 6,29%. Apparemment, c'est la plus forte baisse sur une journée depuis plus d'un an. D'accord. Mais si on regarde les secteurs de l'économie réelle, c'est pas si simple si. L'industrie et les services, par exemple. Non, c'est ça qui est compliqué. L'industrie manufacturière, selon l'indice ISM, elle reste en contraction. Ça fait 6 mois que ça dure. Hmm. Mais par contre, les services, et c'est quand même le gros de l'économie américaine, eux, ils semblent mieux tenir le coup. L'ISM des services est même ressorti en hausse à 52%. C'est fou ce décalage. Comment on l'interprète alors? Il parie que la Fed va arriver à la rescousse. Mais c'est un pari, hein. Ça suppose que la Fed peut agir à temps et que ça suffira. Sauf que la faiblesse de l'emploi, le ralentissement qu'on voit un peu partout,
Ça suggère que l'assouplissement, s'il arrive, sera peut-être pour répondre à une dégradation déjà bien là. Et est-ce que ça suffira? C'est la question. Voilà. C'est pour ça que le chiffre de l'inflation la semaine prochaine, il va être analysé à la loupe comme jamais. Logique. Et cette onde de choc américaine, elle a traversé l'Atlantique, j'imagine. L'ambiance en zone euro, c'était comment? On a vu une petite baisse, non? Le STOXX 600 a reculé de 0,17%. Oui, légère consolidation. C'est un mélange de facteurs. Les inquiétudes sur la croissance mondiale qui persistent, et puis l'euro qui a repris un peu de couleur face au dollar plus faible, ce qui n'est pas forcément les exportations. Et certains pays ont plus souffert que d'autres. Oui, l'Allemagne avec le DAX à moins 2,28% et l'Italie ont été un peu plus touchés. Le Royaume-Uni, on y viendra, a mieux résisté. Le FTSE 100 finit en petite hausse. Et sur le plan macro, en Europe, inflation, emploi, consommation. Alors là, c'est mitigé. L'inflation globale est remontée un tout petit peu, 2,1%. On est quasiment sur la cible de la BCE. Mhm. L'inflation sous-jacente, celle qui est très surveillée, elle est stable à 2,3%. Le chômage baisse encore un peu, 6,2%, donc le marché du travail tient bon. Plutôt de bonnes nouvelles, ça. Oui, mais le point noir, c'est la consommation. Les ventes au détail ont chuté de 0,5% en juillet. Et ça, c'est inquiétant pour la demande intérieure. D'accord. Alors, dans ce contexte un peu flou, qu'est-ce qu'on attend de la BCE jeudi prochain? On parle de pause? Oui, les messages qu'on entend des différents membres vont plutôt dans ce sens. Vu que l'inflation ne baisse plus vraiment, ils pourraient vouloir marquer une pause dans les baisses de taux. Donc, le scénario central, c'est le statu quo. Mais toute l'attention sera sur la conférence de presse de Christine Lagarde, j'imagine. Sur le message pour la suite. Absolument. Le diable est dans les détails. Vont-ils laisser la porte ouverte à d'autres baisses plus tard, ou au contraire se montrer plus prudents? C'est ça qui est intéressant. Cette posture d'attente. Ils observent. Mais si la croissance reste molle et que la demande ne repart pas? Le débat sur de nouvelles baisses pourrait revenir vite. Très vite, oui. Peut-être même dès le dernier trimestre. La BCE est vraiment sur une ligne de crête. Ok. Petit détour par le Royaume-Uni, marché action stable, donc FTSE plus 0,23%. Mais l'ambiance, vous disiez, un peu lourde. Oui, c'est ça. On sent une tension. D'un côté, des chiffres immobiliers un peu contradictoires. Ah oui, j'ai vu ça, les prêts hypothécaires approuvés augmentent, mais les prix? Ça dépend des indices. Exactement. Nashwaite dit moins 0,1%, Halifax dit plus 0,3%. Difficile d'y voir clair. Ça montre bien l'incertitude ambiante sur ce marché. Et la Banque d'Angleterre, BOE, qui n'aide pas avec des messages très prudents. Le gouverneur Bailey qui parle de doutes considérables sur de nouvelles baisses. Oui, il insiste sur les risques d'inflation qui restent présents, le marché du travail toujours tendu. Sa sous-gouverneur aussi a suggéré que le taux final pourrait rester vers 4% à un bon moment. Ça calme les ardeurs de ceux qui attendaient un assouplissement rapide là-bas aussi. Clairement. Donc pour le Royaume-Uni, le plus probable, c'est une pause prolongée de la BOE. Ils sont un peu coincés, quoi. Entre l'inflation qui résiste et une économie qui semble fragile. Et puis, il y a toujours l'incertitude politique en toile de fond. Ça pourrait peser d'ici la fin de l'année. Bien noté. On file en Asie, le Japon, pour commencer. Là, c'était plutôt positif pour les actions, non? Nikkei plus 0,70%, Topix presque plus 1%. Oui, belle performance. Il y a eu 2 catalyseurs principaux cette semaine. L'accord commercial avec les États-Unis. Oui, sa finalisation. Ça limite les tarifs douaniers sur les voitures japonaises à 15% et ça garantit des investissements japonais importants aux US. Les valeurs automobiles ont bien aimé, logiquement. Et l'autre catalyseur, une statistique sur les salaires, c'est ça? Oui, et quelle statistique! Attention, hein, plus 4,1% sur un an en juillet pour les salaires. C'est une accélération énorme. Ah oui, impressionnant. Et surtout, ça veut dire que la croissance réelle des salaires, donc après inflation, redevient positive, pour la première fois depuis des mois. Et là, ça change tout pour la Banque du Japon, BOJ. Les spéculations sur une hausse de taux en octobre doivent repartir de plus belle. Ah oui, ça alimente clairement le débat. C'est exactement le genre de dynamique salariale que la BOJ attendait pour pouvoir enfin normaliser sa politique monétaire ultra accommodante. Mais est-ce le bon moment? L'inflation sous-jacente est encore un peu sous la cible, non? C'est tout le dilemme. Agir maintenant alors que l'inflation de fond n'est pas totalement là et que l'économie mondiale ralentit, c'est un pari risqué. Surtout que le yen, lui, continue de glisser face au dollar. On est autour de 148 yens pour un dollar. Toujours ce différentiel de taux d'intérêt avec les US qui pèse. Oui, et aussi une certaine incertitude politique autour du Premier ministre Ishiba. Donc oui, la pression monte sur la BOJ pour agir, mais le contexte est très compliqué. D'accord, situation à suivre de très très près au Japon.
On termine ce tour du monde en Chine. Alors là, après l'euphorie de l'été, ça cale un peu sur les marchés continentaux. Oui, le soufflet retombe un peu, le CSI 300 perd 0,81%, Shanghai, moins 1,18%. C'est clair, ce sont des prises de bénéfices. Après un rallye spectaculaire en août, plus 10% pour le CSI 300, Hong Kong résiste mieux. Par contre, le Hang Seng gagne 1,36%. Oui, Hong Kong est plus ouverte aux flux internationaux. Mais sur le continent, ce rallye était peut-être un peu... Excessif. Oui, Il reposait beaucoup sur la liquidité locale, l'endettement sur marge qui a battu des records, un certain enthousiasme des particuliers. oui, peut-être un peu déconnecter les fondamentaux économiques qui, eux, restent fragiles. C'est ça le problème. C'est exactement ça. On a beau parler d'IA, de transition énergétique, d'efforts anti-surcapacité, les signaux de l'économie réelle sont moins brillants. On a toujours ces pressions déflationnistes qui menacent, le secteur immobilier qui reste un énorme point d'interrogation, et puis la menace des tarifs américains qui n'a pas disparu. Donc sans vraie bonne nouvelle sur le front macro ou une action budgétaire forte de Pékin, cet élan boursier pourrait ne pas durer. C'est le risque, oui, que ça retombe aussi vite que c'est monté. On attendra les chiffres de la semaine prochaine pour y voir plus clair. Justement, parlons de la semaine prochaine. Ça s'annonce dense en indicateurs clés. Aux États-Unis, le gros morceau, c'est jeudi. Oui, jeudi, l'IPC, l'indice des prix à la consommation pour août. C'est la dernière grosse stat d'inflation avant la décision de la Fed la semaine d'après. Donc, attention maximale. On aura aussi les prix à la production, PPI, mercredi, et la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi. Mais c'est ça, programme chargé aux US. Et en Europe, En zone euro, c'est la BCE jeudi. Décision sur les taux, nouvelles projections économiques et la conférence de presse de Christine Lagarde. C'est le point d'orgue de la semaine. au Royaume-Uni, on surveillera le PIB de juillet vendredi pour voir si l'économie tient bon. Exact. Et en Chine, des données importantes dès lundi, avec la balance commerciale, puis mercredi, les chiffres de l'inflation, prix à la consommation et à la production. Ça nous dira si la déflation menace toujours. Parfait, programme complet. Alors maintenant, le moment attendu, notre top 5 des risques pour la semaine qui vient. Quels sont les points chauds à surveiller de près? Alors, risque numéro 1, sans surprise, une mauvaise surprise sur l'IPC américain jeudi. Pourquoi c'est si critique? On l'a dit, c'est la dernière grosse info sur l'inflation avant la Fed. Si ça ressort plus haut que prévu, adieu les espoirs de baisse de taux rapide. Ça pourrait déclencher une vente sur les obligations, donc une hausse des taux et un retournement sur les actions et l'or, qui ont bien profité de ces espoirs récemment. C'est vraiment le chiffre à ne pas rater. D'accord. Risque numéro 2, la communication de la BCE, vous disiez. Oui, une communication maladroite ou mal interprétée jeudi. Le marché attend un statu quo, mais si le message de Lagarde est trop restrictif, trop hawkish ou juste pas assez clair sur la suite, alors que l'économie européenne montre des signes de faiblesse, notamment la consommation, ça pourrait vraiment déstabiliser les actifs européens, les actions, les obligations. La pression est sur la garde. Risque numéro 3, L'aggravation de la déflation en Chine, les chiffres de l'inflation sortent mercredi. Si l'IPC repasse en négatif, ça pourrait vraiment miner la confiance dans la reprise économique chinoise malgré le rallye boursier de l'été. Ça forcerait Pékin à réagir plus fort, mais tout retard ou déception sur la relance pourrait secouer les matières premières et les marchés émergents en général. risque numéro 4, un décrochage de la croissance au Royaume-Uni. Le PIB de juillet sort vendredi. Exactement, la BOE reste ferme sur sa politique, mais si le PIB montre une stagnation ou pire, une contraction, avec une inflation qui reste élevée, le spectre de la stagflation refait surface. Ça compliquerait énormément la tâche de la BOE et ça pourrait peser très lourd sur la livre et les actifs britanniques. Et enfin, le 5e risque. Un risque un peu plus global mais fondamental. Une nouvelle flambée des rendements obligataires mondiaux à long terme. On a vu pas mal de volatilité ces derniers temps, surtout sur les guilds britanniques et les JJB japonais. Si les taux longs remontent fortement et durablement, ça resserre les conditions financières partout, même si les banques centrales ne toussent pas à leur taux directeur. Ça pèse sur l'immobilier, le coût du crédit, la valorisation des actions. C'est un risque de fond à surveiller en continu, en regardant ces taux longs britanniques et japonais notamment. Parfait. Bon, pour résumer un peu cette semaine et se projeter, on sent vraiment les marchés pris entre deux feux, hein. Le ralentissement économique, d'un côté, qui devient de plus en plus palpable, Oui, et de l'autre, cet espoir, ou même cette exigence presque, d'un soutien des banques centrales. c'est ça. Le chiffre de l'emploi US a clairement fait pencher la balance vers l'attente d'une action de la Fed. Mais
L'incertitude reste énorme sur la profondeur du ralentissement et sur l'inflation ailleurs dans le monde. C'est très complexe. La semaine qui vient s'annonce donc comme un vrai test. L'IPC américain, la BCE, ça va donner le ton. Oui, ça va donner le ton pour le reste du mois de septembre, et peut-être même pour la fin d'année. On cherche une direction, là. Ces événements pourraient nous la donner, ou ajouter encore à la confusion ambiante. Et ça nous amène peut-être à une question de fond pour nos auditeurs et pour nous. Cette dépendance quasi maladive des marchés aux anticipations de politique monétaire. Cet œil constamment rivé sur ce que vont dire ou faire les banquiers centraux. Est-ce que c'est vraiment soutenable à long terme? Surtout si, en parallèle, les fondamentaux économiques, eux, continuent de se dégrader. C'est une excellente question. Voilà, une petite réflexion à garder en tête alors qu'on attaque une semaine qui s'annonce potentiellement décisive. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.